Ah, il y a un petit. Il est sous-équipé. Normal. Ah non, mais il y a beaucoup de participants. Il y a beaucoup de participants. Alors, peu importe ce que tu dis, on t'entend, mais on te voit. Bon, bonsoir à tous. Comme toutes les visioconf, vous allez être 2-3 minutes à connecter tout le monde. Donc, du coup, je vous demande un peu de patience. Si vous pouvez tous couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Seuls les conférenciers vont avoir le micro ouvert au départ. Et on gardera les questions pour la fin. Bonsoir à tous. Tu vas faire manger. Ok. Je vois plus personne en salle d'attente. Parfait. Hop. Donc, bonsoir à tous. Donc, nous avons intitulé cette conférence pépinière. Donc, 2 pépiniéristes sont présents avec nous et un paysagiste, puisqu'on a voulu mettre en lien un petit peu les 2 professions et valoriser un petit peu les échanges entre les 2 professions qui sont assez proches l'une de l'autre, hein, paysagiste et pépiniériste, dans le sens de l'amour du végétal. Donc, on en discutera. Je vais laisser évidemment la parole à mes conférenciers, donc Jérôme Aubry et Jean-Baptiste Bellili. Voilà, pour se présenter. Alors, j'ai encore du monde qui arrive. Hop. Voilà. Donc, la première personne qui va se présenter et nous ouvrir le bal ce soir, c'est Monsieur Jérôme Aubry. Donc voilà, les entreprises, les établissements Aubry dans le 76. Jérôme, je te laisse
commencer à te présenter. Faut que tu allumes ton micro, à mon avis, Jérôme. Ok, c'est bon. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, parfait. Super. Donc, bonsoir à tous. Donc, mon entreprise, établissement Aubry, est située dans le 76 entre Fécamp et Étretat, à 2 km de la mer. Donc, moi, pour mon cas, je me suis installé en 1996, associé avec ma sœur pour prendre la suite de notre père. C'est une étape de ma vie que je ne vais pas discuter beaucoup puisque ça a été presque un échec. Si ce n'est qu'en 2009, avec ma sœur, on a fait une séparation, et séparation des pères et des associés. Donc moi, j'ai repris 50% des parts des serres de Fauverville, qui sont toujours existantes juste à côté de chez nous, pour créer avec mon épouse Stéphanie et un salarié à mi-temps les actuels établissements Aubry. Donc ça, c'était en 2009. Donc, nouveau départ avec 4000 m² de serre en multi-chapelle et une clientèle de gros et un petit peu de GMS pour un chiffre d'affaires de 300 000 €. Forte évolution parce qu'en 2009 jusqu'à aujourd'hui, en une quinzaine d'années, quoi. Alors aujourd'hui, c'est 1,5 hectare de serre, 8000 m² de surface extérieure, 17 salariés plein temps, 6 apprentis pour un chiffre d'affaires de 2,5 millions. Le chiffre d'affaires de 2,5 millions, dont 85% est réalisé en circuit court, en vente directe. L'histoire familiale du départ est toujours une histoire de famille, puisque mon grand-père était déjà maraîcher horticulteur, mon père horticulteur, ma mère gérante d'une grainerie. Et aujourd'hui, sur mon entreprise, sont salariés mon épouse, mon fils, ma fille qui vient de rentrer, et aussi ma belle-fille qui est mariée avec un de mes autres fils, qui travaille à l'extérieur. Sur l'exploitation, on observe plusieurs pôles. Le premier pôle, l'horticulture, qui est le métier de base, en plantes massives, géranium, plantes ornementales. Ensuite, nous avons la fleuristerie avec de la bouquetterie. La fleuristerie embauche 3 personnes à plein temps, l'équivalent de 3 personnes à plein temps. La pépinière qui est en fort développement. Et le maraîchage où on fait du jeune pan de maraîchage et on se lance dans le légume fini, le légume à consommer. Donc, pour présenter le métier, l'horticulture, c'est plutôt en baisse. Donc, la fleuristerie, c'est difficile avec des charges élevées, des coûts de transport qui n'arrêtent pas d'augmenter. La pépinière est en fort développement. Aujourd'hui, on a reconstruit en 2021 3000 m² que pour faire de la pépinière et de la vivace. Pour vous donner un ordre d'idée, on cultive 50 000 vivaces en pot de 10,5, tout vendu sur le site. 15 000 pots de 3 litres en pépinière et vivace. 5 000 pots de 10 litres en sur-rempotage. Ça, c'est plutôt en extérieur. On fait 15 000 fruitiers en pot de 10 litres. Donc, notre métier, c'est de trouver et de cultiver du jeune plant qu'on achète en mode de 2,5 à 7 pour les rempoter et les faire pousser jusqu'à la vente. On ne fait pas du tout de multiplication. Notre force aujourd'hui, c'est de produire tout ce qu'on est capable de vendre, du moins d'essayer. Pourquoi on a choisi cette voie? Sûrement à force que moi j'ai grandi dedans, parce que j'ai toujours été dans ce métier.
les études, mes études, c'est plutôt les études qui m'ont poursuivi plutôt que moi qui ai poursuivi les études. J'ai tout appris sur le tas. Après, on va passer à l'organisation. On a un point de vente direct, donc du producteur au consommateur. L'avantage, c'est que ça se trouve sur le même site que la production. En fait, les gens qui viennent chez nous pour acheter du végétal ou n'importe quoi d'autre, bah, ils peuvent aller dans tout l'établissement, voir comment ça se passe, une journée comme aujourd'hui qui pleut à verse, bah, les allées sont pleines, les gens ils viennent voir, c'est pas parce qu'ils achètent, mais ils viennent voir, ils se promènent et puis ça fait un but de promenade. Notre point fort, c'est toujours de pouvoir répondre plus souvent à la demande des gens, puisqu'on essaie de tout produire en meilleur prix, avec un très bon conseil. D'où le slogan, quoi, les établissements Aubry, des idées, des conseils, de la qualité, toujours au meilleur prix. Ça, je voulais le mettre dedans. Métier de pépiniériste a-t-il changé? Oui, puisque maintenant, on cultive tout en conteneur par rapport à avant où c'était plutôt de la pleine terre. Nos ambitions, ce serait plutôt de produire le maximum des végétaux vendus sur notre point de vente. Le développement potentiel serait de cultiver les végétaux plus gros en pot de 10 litres, par exemple. Parce que, surtout pour avoir un lien avec les paysagistes. En fait, je pense que les paysagistes, aujourd'hui, ils veulent un produit qui ressemble à quelque chose, quoi. Le pot de 3 litres, c'est un peu limite. D'accord, c'est du bon prix, mais il vaut peut-être mieux mettre un peu plus cher pour qu'il y ait un rendu immédiat. Et surtout, quand on veut acheter du pot de 10 litres à l'extérieur, on est confronté à de forts coûts de transport. Donc, il vaut mieux le faire soi-même. Donc, tout ça, c'est bon. Pour ce qui concerne les municipalités, moi personnellement, je ne cours pas après. Parce que c'est des gens qui prennent le temps de faire. On sent bien que c'est pas comme nous, quoi. Ça n'a rien à voir. Et 9 fois sur 10, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc comme ça, on est tranquille. Mais, moi, ce n'est pas des clients que je vais. Quand j'en perds un, je suis content. Et en plus, ouais, c'est ça que j'avais noté. En plus, quand tu travailles avec une commune, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de l'année, tu as la municipalité qui vient et qui te dit faut faire le petit journal municipal, avec là que tu rattrapes pour un billet de 200 ou 300 balles, donc le bénéfice il est bouffé. Vaut mieux plus les avoir. Perspective d'avenir et de développement. Ça, je vais en causer puisque on a un projet qui est imminent. C'est de séparer toute la production légumière, aussi bien les plants de légumes que les légumes finis, de la production de pépinière et horticole. Aujourd'hui, on sent qu'avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer avec les phytos et tout ça, il faut qu'on arrive à séparer le consommable du non consommable. Donc c'est pour ça, mon fils travaille sur l'exploitation. En fait, bon, je ne suis pas vieux pour autant, mais j'ai 55 ans et je prépare déjà ma transmission. Donc, mon fils qui travaille depuis 6 ans sur l'exploitation, il va reconstruire 2000 m² de serre uniquement pour faire que du jaune plant de légumes et du légume fini. Comme ça, la séparation sera bien faite. On va faire une autre société à côté. Puis voilà, mais bon, pour l'instant, on est dans la transition. Dans la transmission, c'est compliqué. Avec une autre option supplémentaire, c'est qu'on va faire de l'élevage de truites en aquaponie pour tout ce qui est plant légumes. Donc, on est sur un projet à l'heure d'aujourd'hui qui est de 500 000 €. Voilà. Donc, j'ai fait à peu près le tour. Oui, parfait. Bon, c'est bien. Merci en tout cas. On va passer la parole d'abord à Jean-Baptiste afin qu'il puisse expliquer aussi sa vision du métier. Et ensuite, on prendra
on charge les questions et ensuite on fera la transition avec les paysagistes et Pierre-Étienne prendra la main. Jean-Baptiste. Ok, donc, du coup, c'est à moi. Bonjour tout le monde. Donc, Jean-Baptiste Bélibi, tout petit pépiniériste, au cœur du pays de Caux, donc du coup pas très très loin de Jérôme, à côté d'Yvetot, donc en Seine-Maritime, à Valiquerville exactement. Très très grande ville, hein, pour ceux qui connaissent, hein, bien entendu. Donc du coup, nous, c'est une toute petite... alors, je parle même pas d'exploitation, j'ai horreur de ce mot-là, je sais bien que la MSA nous met là-dedans, mais bon, voilà, c'est la MSA. Donc, moi, je me revendique plutôt comme paysan, enfin, ça me va beaucoup mieux. On est sur un terrain qui fait environ 4 hectares. Alors, il n'y a pas 4 hectares de pépinière, hein, mais c'est la surface de la ferme. Donc, c'est un terrain familial qui appartient toujours à notre grand-mère, mais du coup à nos grands-parents qui étaient bouchers et éleveurs, bouchers à Yvetot, éleveurs là où nous sommes, donc avec une terre extrêmement riche. Voilà, l'élevage ici, ça donnait vraiment de la viande de qualité. Mais bon, ça n'existe plus trop, l'élevage. C'est plus à la mode. Et donc, du coup, nous sommes la première pépinière en agriculture biologique de Normandie. On s'est installé, du coup, en 2017. En 2017, donc, à deux, avec mon frère. Alors, lui est issu du milieu forestier plutôt. Il a terminé ses études avec un BTS gestion forestière qu'il a passé à Mesnières-en-Bray, donc pareil en Seine-Maritime. Quant à moi, du coup, après des études plutôt dans le général, après un bac S, j'ai fait un BTS aménagement paysager en apprentissage, du coup, à Hortitech, enfin Naturapol aujourd'hui. En apprentissage donc, dans une entreprise donc, de paysage, bien entendu, Galmel Paysage, qui se trouve dans l'Eure, à Vernon, où j'ai rencontré Pierre-Étienne, d'ailleurs, qui était apprenti avec moi là-bas. Et puis ensuite, j'ai bossé 5 ans en jardinerie et du coup, depuis 2017, je me suis mis à mon compte, mon frère m'a rejoint et puis c'est parti. Donc, faut savoir que l'aménagement paysager, en termes de végétal, c'est faut être motivé à se débrouiller tout seul, quoi, hein, parce que c'est absolument pas la priorité. Hein. L'aménagement paysager, alors ça a certainement changé. Enfin, en tout cas, j'espère que ça a changé depuis que j'ai passé mon BTS, mais bon, c'est du béton, c'est du bois, mais il est déjà coupé. Et puis voilà, quoi. Hein. Donc, le végétal, si vous avez envie d'apprendre, quand vous êtes en aménagement paysager, en tout cas, il faut se faire tout seul. Et donc, du coup, c'est sans aucune expérience en pépinière que j'ai décidé de créer ma pépinière. Logique, donc. Bosser dans une jardinerie, c'est pareil. Hein. Alors, on apprend un petit peu plus sur le végétal, mais au final, au niveau de la production, à part de l'arrosage, on ne fait pas grand-chose. Du conseil, bien entendu, mais tout ce qui se passe avant le client, finalement, on le sort des palettes, on le sort des rôles, on sort des camions, mais c'est grosso modo tout ce qu'on fait. Donc voilà, un métier où j'ai eu la chance de commettre énormément d'erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend de toute manière. Donc, je suis très content d'avoir commis toutes ces erreurs. Je suis encore content d'en commettre tous les jours. À un moment, il va falloir que j'arrête. Mais bon, voilà. L'apprentissage, c'est important et c'est un travail du quotidien. Donc, nous, c'est un travail qu'on qualifie complètement d'artisanal. Hein. On fait tout à la main, il n'y a pas de chauffage. Au démarrage, on avait adjoint à la pépinière une activité de maraîchage. Donc maraîchage, j'entends par là légumes et aussi plants de légumes. Cette partie légumière, nous l'avons arrêtée. Enfin, maraîchage purement produit fini, on va dire. Nous l'avons arrêté parce que ça prend beaucoup trop de temps et les périodes de pic correspondent aux périodes de pic des pépinières et c'est absolument ingérable. Et puis bon, on a des soucis pédoclimatiques qui nous empêchent, nous, de produire sereinement, on va dire. Ça, vous ajoutez les rongeurs et tout ça, c'est une vraie galère. Et donc, du coup, on s'est consacré à 100% à la pépinière là, depuis 2 ans. Hein. Bon, moi, je ne faisais que de la pépinière. Mon frère lui faisait du maraîchage, il a dû se recycler un petit peu.
Malgré tout, on a gardé quand même les plants de légumes en activité uniquement saisonnière, hein, au mois d'avril, au mois de mai, et ensuite terminé pour les plants de légumes. Notre production, donc nous, on produit essentiellement des plantes à vocation comestible, pour beaucoup en tout cas. Bon, même si moi j'aime mêler l'ornemental au comestible, hein, et de toute manière les deux ne sont pas forcément incompatibles, hein. Donc principalement ce sont des plantes aromatiques médicinales et aussi des légumes perpétuels, où on fait à peu près grosso modo 500 variétés. Des vivaces d'ornement, dont beaucoup de comestibles. Donc, par comestibles, j'entends essentiellement les fleurs, pourquoi pas les feuilles, mais essentiellement les fleurs, où on a été jusqu'à un truc comme 1000 variétés. Bon, là, on a un petit peu calmé le jeu. On a une des plus grosses collections de menthes au monde, qui est labellisée par le CCVS. Donc, le CCVS, c'est le Conservatoire des collections végétales spécialisées. C'est une association en France qui regroupe énormément de collectionneurs de plantes. Alors, il y a des pépiniéristes, mais il y a aussi des particuliers. Et donc, du coup, nous, on s'est fait une collection de menthes, qui a été d'ailleurs le point de départ de la pépinière. Et on a aujourd'hui, je crois que ça va être 409 entrées à la collection, quelque chose comme ça, à peu près 400 variétés. Ouais. Des petits fruits, très, très variés. Et ce qui fait de plus en plus la reconnaissance de notre travail, ce sont les chênes, donc les chênes de cours, formidable, hein. Les chênes de semis, hein, donc on sème uniquement, on ne greffe pas, parce que bon, les chênes greffés, c'est une catastrophe dans le temps, hein. Beaucoup sont amenés à casser comme ça subitement. La plupart des pépinières ne savent pas les greffer. Il faut des porte-greffes très très particuliers, c'est vraiment très technique. Et puis, on peut avoir des rejets de greffe tardifs au bout de 15 ans. Hop, d'un coup, la greffe sèche. Et forcément, au bout de 15 ans, ça fait un trou dans le jardin. Donc, voilà, les chaînes de semis avec lesquelles, du coup, je me suis fait membre de l'IOS, donc l'International Oak Society. Donc, c'est ultra enrichissant. C'est quand vous arrivez dans ce genre d'institution-là que vous sentez que vous n'êtes absolument rien, que vous pensez vous êtes meilleur que 90% de la population. Mais quand vous êtes dans un groupe comme ça, vous êtes tout en bas. Mais vraiment tout en bas. Hein. C'est très, très impressionnant, mais en même temps enrichissant, parce que généralement, ce sont des personnes bienveillantes et qui sont ravies d'apprendre, enfin, de distribuer leurs connaissances. Et ce qui fait que j'ai semé à peu près 150 espèces de chênes différentes cet hiver, donc qui viennent d'un peu partout dans le monde. Hein. J'ai réussi à me faire des contacts au Mexique, aux États-Unis, en Asie, j'ai un petit peu de mal. Autour de la Méditerranée aussi, ça va. Et voilà. Et puis voilà, donc on fait uniquement du jeune plant. Donc les chênes, nous, par exemple, ils sont dans des godets anti-chignons, hein, donc c'est des godets assez hauts, comme des godets forestiers qui ne sont pas plus gros que ça, grillagés au fond. Donc ça vous fait un arbre avec un très très beau système racinaire. Mais bon, voilà, il est encore petit, mais c'est pas grave. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, un chêne, ça pousse extrêmement vite. Hein. Nous ici, le chêne pédonculé, c'est 1 mètre dans l'année dès sa 2e année. Donc, a priori, 1 mètre dans l'année, c'est relativement correct, hein, comme pour un arbre. Donc voilà au niveau de notre production. Donc tout ça est en bio ou des fois en simili-bio, parce que forcément, quand vous récoltez des graines au Mexique, voilà quand même. Donc, bon, les arbres, on ne les labellise pas en bio, mais bon, ils ne reçoivent pas une seule goutte de quoi que ce soit. On utilise un terreau qui est du coin, donc aussi, qui est à base de fumier de cheval composté et de terreau de lin. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, le Pays de Caux, c'est la première région productrice de lin au monde. Et donc voilà pour la partie production. Bon, si j'oublie des choses via les questions, on pourra certainement y revenir. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie? Alors déjà, la voie de l'indépendance, parce que j'ai des problèmes avec la hiérarchie d'une manière générale. Alors je ne sais pas qui a gagné, enfin, qui supporte le moins l'autre, mais bon, aujourd'hui, ça se passe très bien avec mon patron qui est moi-même, du coup. Je ne suis pas emmerdé au-dessus de moi.
Enfin, si, la MSA et tout ça, c'est autre chose. Au niveau de... Alors, ton PowerPoint. Tac, tac, tac. Alors, ouais, la voix, c'est bon. L'organisation. Alors, du coup, nous, on fait énormément. Alors, on fait que de la vente directe, donc à 100%. Alors, Jérôme a donné des chiffres. Alors, moi, c'est archi ridicule, mes chiffres. Bon, ça me permet de bouffer, ça me suffit. Ça doit être autour de 60 000, entre 60 et 70 000 euros à peu près. Alors, je n'ai pas le chiffre de cette année, je crois qu'il est un peu mieux que l'année précédente, mais bon, voilà, on est dans ces eaux-là. La plupart se fait sur les fêtes des plantes. Alors, ce n'était pas un choix à la base. À la base, moi, je voulais surtout faire directement sur place, sauf que nous, il n'y a pas vraiment de surface couverte, et donc, du coup, c'est assez compliqué pour les gens qui ont l'habitude, malheureusement, plutôt des grandes surfaces, et qui, du coup, dès que ça se présente avec un revêtement un peu moins carrossable, c'est difficile. Mais donc, du coup, on fait énormément de fêtes des plantes. On a fait le marché local, donc c'était bien quand on avait encore des légumes, mais ça, on a arrêté à Yvetot, donc de manière bi-hebdomadaire. C'est une grosse prise de temps quand même. Donc, ouais, les fêtes des plantes. Alors, les fêtes des plantes, au début, on les faisait uniquement dans le 76, et puis petit à petit, on a vu que dans le 76, ça ne donnait pas grand-chose. On a gardé quelques dates. Et en fait, vu qu'on a quelque chose d'assez pointu au niveau de la production, enfin, qu'on ne retrouve pas forcément partout, on va dire que l'éducation des gens au niveau du végétal, des fois, est assez restreinte. Et donc, du coup, ils vont très souvent acheter la même chose que leurs voisins ou ce qu'ils ont vu dans le magazine ou quoi. Et forcément, nous, ça, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Comme on est archi diversifié, se fier uniquement à nos clients cauchois, c'est assez compliqué. Alors, malheureusement, moi, je voulais absolument du local, tout ça, faire vivre ma région, mais ma région ne veut pas de moi, sniff. Et donc, on fait des fêtes des plantes un peu partout sur le quart nord-ouest, donc en région parisienne, en Bretagne, dans le Nord, et puis même en Belgique, où on est très bien reçu. Les bières sont très, très bonnes. Et du coup, ensuite, voyant que la vente sur place n'était pas forcément en hausse, en tout cas pour nous, bon, en plus, le bio subit actuellement quand même un gros vent. Hein. Il y a quand même un gros problème avec le bio actuellement, puis là, ce qu'on nous pond actuellement avec les crises agricoles, ça n'aide absolument pas. Eh bien, nous faisons de plus en plus de ventes en ligne, et on commence à avoir enfin voilà, ça commence à plutôt bien marcher, hein, ces ventes en ligne. Alors, les chaînes ont une cote absolument extraordinaire, en tout cas, vu la diversité qu'on propose, mais notre collection de menthes aussi, les aromatiques, tout ça, voilà. Alors, je préviens d'avance, j'ai horreur du mot permaculture, même si je sais bien que ce que je vends, ce que je produis est catalogué là-dedans. Mais bon, voilà, permaculture, j'ai horreur des mots à la mode. Donc, ouais, voilà, faites des plantes, Internet, un petit peu sur place. Où est-ce que je me vois plus tard? Enfin, en tout cas, les orientations. Eh bien, bon, je sais pas. On verra. On verra. Hein. On va faire grossir un petit peu le truc. Et puis voilà. Alors, grossir, c'est pas un but en soi, parce que du coup, plus on devient gros, plus on a besoin de grossir. À un moment, il faut réussir à trouver un équilibre. Moi, je juge que mon équilibre est trouvé. Peut-être que ça mériterait que j'ai des fois un apprenti ou quoi. Pas forcément pour avoir de la main-d'œuvre gratuite, parce que je viens de là et que mon patron, moi, était absolument contre la main-d'œuvre gratuite. Hein. Il passait beaucoup de temps pour nous, puis Étienne pourra en reparler, pour que justement nous puissions avoir de bonnes bases au niveau du végétal notamment. Hein. On devait rendre des devoirs tous les soirs, tous les lundis matins. Il ne doit pas y avoir beaucoup de patrons qui torturent leurs apprentis comme ça, en plus des journées forcément. Et puis voilà, juste un petit peu de transmission, pourquoi pas. Alors, moi, j'ai 32 ans, donc du coup, pour l'instant, je ne suis pas au niveau de Jérôme avec mes enfants. D'ailleurs, je les cherche, si vous les trouvez.
Donc forcément, la reprise de la société, pour le moment, c'est absolument pas d'actualité. Donc voilà pour mon avenir, hein, qui se décide de jour en jour, mon avenir. Et ensuite, les liens avec les paysagistes, les municipalités. Alors avec les paysagistes, on n'en a quasiment aucun lien, et c'est pas plus mal. Ouais. Non, on a quasiment que des particuliers en clients, et ça me va très très bien. Et on a de tout comme client. On a aussi bien du prolo que du très 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 bourgeois, quoi, notamment pour les chaînes. Les chaînes, c'est une pierre angulaire en fait. Malheureusement, c'est parce que ça demande souvent une certaine culture, une certaine ouverture d'esprit, et les personnes qui ont la tête dans le guidon, malheureusement, l'ouverture d'esprit se rétrécit assez souvent. Donc la diversité, qu'elle soit humaine ou végétale, du coup, prend exactement le même chemin. Donc paysagiste, ouais, c'est extrêmement rare, et puis nous, on ne fait pas de prix. Voilà, nous, notre prix, c'est notre prix, point. Il n'y a pas de remise. Ça plaît pas, c'est comme ça, mais nous, voilà, on n'a pas la capacité à faire du volume. Donc, du coup, nous, c'est de la diversité, uniquement de la diversité. Pour le volume, il faut aller voir ailleurs. Chez Hero, pourquoi pas. Pour le coup, lui, il est beaucoup plus armé que nous, hein. On est complémentaires, on n'est absolument pas concurrents. Et pour les municipalités, comme Jérôme, moins on en voit, mieux on se porte. Parce que c'est pareil, c'est des devis qui traînent, et quand ils sont motivés, faut que ce soit tout de suite. Alors, nous, non, hein, on ne peut pas appuyer sur un bouton puis la plante tombe, hein, c'est pas comme ça. Donc voilà, pour les circuits de distribution. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Alors, la plupart, alors nous produisons quasiment tout. Bon, forcément, on achète des graines. Voilà. Ça arrive qu'on achète des mini-mottes pour certaines lignes d'aromatiques quand on a eu une galère au niveau de la production. Donc, en bio, forcément, hein, il y a quelques producteurs bio qui arrivent à nous faire de la plaque. Et puis voilà, ouais, sinon, la plupart, voilà, c'est du semis, de la bouture, pas de greffe, on ne greffe pas. Et puis, ouais, voilà. Et de jour en jour, le catalogue s'élargit, se rétrécit. Enfin, voilà, c'est toujours très, très variable. Dès que je juge qu'il y a un truc qui est sympa à faire, je le fais. Et puis, des fois, c'est que pour moi. Mais c'est pas grave, c'est pour moi. Et puis, ouais, voilà. Je pense que c'est déjà pas si mal que ça. Avec les questions, il y aura peut-être d'autres choses qui viendront. Ouais, c'est clair. On va voir les questions ensuite. J'en vois déjà dans le chat qui commence à poser des questions. Alors, du coup, on passe quand même à Pierre-Étienne, donc paysagiste, mais qui va nous parler également du lien avec les pépiniéristes, rapidement aussi, et peut-être sa vision du pépiniériste aussi. Voilà, Pierre-Étienne, à toi. Alors, bonsoir à tous. Donc, je travaille dans l'entreprise Vaste Paysage depuis maintenant 8 ans, donc une société qui est basée près du Havre, qui a maintenant quasiment 40 ans d'ancienneté. Donc, on est assez connu et reconnu au niveau du département, surtout dans la région havraise. Donc, mon parcours, j'ai effectué donc un BEP, un bac pro production florale. Donc, j'ai un petit peu ce lien avec les horticulteurs, les pépiniéristes, et ensuite un BP et un BTS aménagement paysager au sein de l'entreprise Galmel Paysage, donc basé sur le nom, comme Jean-Baptiste en a parlé tout à l'heure, avec un patron qui avait un fort lien avec le végétal, qui avait sa propre mini pépinière, donc qui nous permettait de subvenir à nos besoins pour nos chantiers de plantation et qui nous occupait principalement l'hiver, quand on avait un peu moins de travail. Nous, les apprentis, on était souvent dans les pépinières à faire l'entretien des végétaux, des transplantations, etc. Donc, on avait un lien assez fort là-dessus. Et donc, moi, pour ma part, c'est vrai que les plantations, aussi, comme nous disait Jean-Baptiste tout à l'heure, les paysagistes, c'est vrai qu'ils minéralisent beaucoup. Il y en a, je ne vais pas dire de plus en plus, mais on va faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Parce que ça devient une véritable catastrophe écologique. Les jardins qui sont proposés par certains paysagistes, je ne nous mets pas forcément dans l'eau, nous, dans l'entreprise, parce qu'on essaye de faire cette transition en amenant beaucoup de végétal. Mais pour exemple, cet après-midi, j'étais en examinateur pour des oraux blancs, pour des bacs pro.
sur 19 apprenants, 19 apprentis, j'ai eu 3 apprenants qui m'ont parlé de végétal. Tout le reste, on n'était que sur du minéral, dont un tiers sur de la pose de clôture occultante. J'avais juste envie de pleurer. Donc j'en étais un peu alarmé. La reconnaissance des végétaux, pour le peu de situations professionnelles vécues qu'ils avaient, la reconnaissance des végétaux pour leur niveau bac était juste catastrophique. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème qu'on doit remédier, nous, entrepreneurs du paysage, quand on a des apprentis, parce qu'il est vrai que c'est pas normal que nos jeunes qui sont en formation, y compris des formations adultes qui sont dans les entreprises du paysage, ne connaissent pas le végétal. Et je les invite à se renseigner, à se rencarder, à poser des questions, à aller visiter des pépiniéristes locaux, des plus grosses pépinières, des jardineries, tout, des parcs. Regardez, observez et puis apprenez des végétaux parce que je pense que c'est même certain, ça va être la clé pour, ce soit pour les pépiniéristes et pour les paysagistes. L'avenir, c'est le végétal. En aucun cas, c'est le minéral. Donc c'est pour ça que le lien avec donc les producteurs locaux, donc c'est vrai que je travaille beaucoup avec Jérôme Aubry du fait de sa proximité géographique avec moi. À vol d'oiseau, on est à peine 1 kilomètre. Je suis un peu toujours fourré chez lui, assez souvent, on va dire. L'avantage qu'on a de travailler avec des pépiniéristes locaux, c'est on peut voir ce qu'on va planter chez le client le lendemain. On peut aller chercher ses plantes la veille pour un chantier le lendemain. On voit la qualité du travail, on voit la qualité on va dire du végétal. On voit le vivant, on voit comment ça évolue. Et même nous, ça nous permet d'élargir nos connaissances derrière. Et le travail qui est fait par les pépiniéristes, qui est un travail quand même dur, hein, parce que travailler en serre, en plein été, sous 40-42 degrés, c'est dur. Travailler dehors pour Jean-Baptiste quand il fait -5, -10, surtout lui, il est dans un plateau venteux, c'est pas non plus évident. Faire des marchés à -5 degrés quand on bouge pas de la matinée, voilà, c'est un métier dur, mais c'est un métier porteur. Et le lien des paysagistes, c'est de se fournir un maximum auprès de nos pépiniéristes locaux. Donc c'est pour ça que nous, c'est un peu un cheval de bataille qu'on a dans l'entreprise. La chance qu'on a dans cette entreprise, c'est que je commence à réaliser de plus en plus de chantiers de plantation pour ma part, donc au moins je sais où je me fournis. Après, en effet, ça nous arrive de commander un peu plus loin. Honnêtement, c'est pas la chose que je préfère, quoi. Quand on a du local, du circuit court, il faut y aller. Donc ça, c'est le message que j'ai à donner aux paysagistes aussi, que vous serez peut-être plus tard. Travailler avec les producteurs locaux, c'est super important. Donc après, au niveau du métier de paysagiste, donc nous, on est ancré dans le fait de planter du végétal, planter, 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 et puis proposer aux clients, dire aux clients justement d'aller se rendre directement aussi dans les pépinières, donc qui sont à côté de chez eux, qui se déplacent, qui sont même ouverts le dimanche. Donc ça fait aussi la petite balade dominicale. Donc on a ce lien et c'est pour ça que le lien entre les pépinières et les paysagistes, il est à amplifier et surtout, il faut se soutenir dans tous les sens du terme parce qu'on a un gros créneau à jouer sur le végétal dans les années à venir. Voilà. Ok. Bon, bah, merci Pierre-Étienne. On va couper ça. Hop. Alors, on va commencer à prendre les questions si vous voulez. Est-ce que nous avons des questions? Alors, je crois que j'ai des mains levées par endroit. Non? Oui. Alors, Johan, vas-y. Ouvre ton micro. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Très bien. Parfait. J'avais une question moi, pour Monsieur Aubry, bonsoir. J'avais une question en termes de répartition de clientèle et au niveau du chiffre d'affaires. Savoir si vous avez une idée de ce que représente la part B2B et B2C, enfin pro et particulier. Ah bah, moi, c'est 80%, 85% de notre chiffre d'affaires, c'est que du particulier, D'accord. qui est vendu sur le site directement. Ouais, ça rejoint en fait. En fait, les 15% qui restent, j'ai gardé parce que
Parce que à l'origine, quand j'ai fait la séparation avec ma sœur, je faisais 45 magasins GMS, uniquement des produits horticoles en gestion linéaire. D'accord. Dans les supermarchés où c'est nous qui amenions les plantes, qui les nettoyions, qu'on reprenait les invendus et tout ça. Donc, moi, c'était 3 jours la semaine à 4 heures du matin. Ouais. Avec une nuit blanche toutes les semaines, parce que pour vendre pas cher, il fallait aller acheter pas cher. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai acheté un camion et puis j'ai fait les transports moi-même. Je montais en Hollande tout seul. Ok. Toutes les semaines, je faisais une nuit blanche. Tous les mercredis soirs, je ne dormais pas. et le matin, alors j'enquillais ma journée derrière. Et, sur l'autoroute, j'ai failli me viander 2-3 fois. Donc, à bon coup, j'ai dit il faut arrêter. J'ai vendu le camion, comme ça a été terminé. Et je me suis concentré uniquement sur la vente directe. D'accord, uniquement sur du Ouais. particulier. Donc, du coup, ça rejoint en fait ce que disait Monsieur le Maréchal là, sur le fait que les paysagistes se servaient peu en pépinière. Peu, ouais, enfin, moi, il y a des paysagistes qui viennent, qui ne se font pas connaître en tant que paysagistes, et puis qui se servent comme un particulier. D'accord. Oui. Donc ceux-là, ils ne sont pas reconnus parce que ils arrivent, ils payent à la caisse et puis terminé, ils ne se font pas connaître. Après, aucun intérêt du coup. Mais les 15% qui me restent, c'est des gens comme c'est des paysagistes, c'est des collectivités, et j'ai gardé 3 magasins en 3 supermarchés que je fournis toutes les semaines pour me faire du flux. En fait, je les ai gardés, c'est surtout pour la fleur coupée, parce que ça permet d'assurer un d'avoir volume. à acheter. Ouais. Ok. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Pas de souci. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. On va vous donner la parole, ce sera peut-être plus simple. Laetitia, si vous voulez poser votre question. Oui, alors moi j'en ai posé plusieurs. J'avais une première question, c'était la protection des pépinières et plantations, notamment contre le gibier. Parce que nous, j'ai une pépinière chez moi et j'ai fait pas mal de plantations et tout est mangé par le gibier. Donc, est-ce qu'il y a des produits particuliers à mettre? Quels sont ces produits qu'on peut mettre pour protéger? Jean-Baptiste, peut-être. Ouais, je suis confronté. Ouais. Alors, nous, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a planté du grillage. Alors, ça pousse pas super, hein, mais c'est plutôt efficace. Alors, il y a à plusieurs niveaux. Alors, le premier niveau, on va dire, sur la partie plantation pure, puisque du coup, forcément, on a planté énormément. La première chose que moi j'ai fait avant même de m'installer et de signer les papiers, c'est qu'on a planté 1 millier d'arbres d'arbres et arbustes locaux pour faire nos haies. Et donc, du coup, chaque plant forcément était protégé par une gaine à lapin, quoi. Donc, pour les lapins, 60 cm, c'est suffisant. Nous, on prenait des 1,20 m, on les coupait en deux et ça nous suffisait. Par contre, si c'est en Touraine, il y a certainement un peu de cervidés. Le chevreuil, il faut 1,20 m et si c'est du cerf, il faut presque 2 mètres, quoi. Alors, ou avoir un grillage suffisamment large pour être tranquille. Donc, voilà. Il faudrait mieux que ce soit du lapin, c'est plus simple à gérer. C'est plus simple à gérer. Ça coûte moins cher en protection, en tout cas. Donc, ce niveau-là. Le second niveau, on va dire, tous les parcs de production sont grillagés. Alors nous, c'est pas une surface en plein, c'est enherbé partout. Il y a aucune surface imperméable, si ce n'est un bâtiment, mais qui était inétable en fait. Donc en fait, c'est juste un lieu de stockage à bordel, hein, plus ou moins. Et donc tout le reste à l'extérieur, du coup, est subdivisé en différents parcs, avec différents objectifs, et chacun est grillagé. Soit tout simplement juste pour éviter l'intrusion de chevreuil, pourquoi pas, ou avec des grillages enterrés, des grillages à volière, des trucs où les lapins ne peuvent pas rentrer. Et il y a encore un autre niveau à l'intérieur de ces parcs-là, et donc du coup là c'est pour mes semis d'arbres, de chênes, espèces qui affectionnent particulièrement les rats et les mulots. Donc du coup là c'est un grillage encore plus fin, et du coup c'est des petits caissons qui sont faits et je peux empiler mes caisses dedans. C'est pas facile à décrire là comme ça, mais donc du coup c'est un grillage encore plus fin, individuel, où du coup je surveille très très régulièrement qu'ils ne mangent pas mes petits trésors, quoi.
Et puis, ouais, voilà, ces 3 niveaux. Donc, nous, il n'y a aucun produit. Hein. Souvent, la certificatrice en bio nous demande qu'est-ce que vous mettez pour les rats. Ben, on piège, quoi. Ça nous arrive de piéger. Alors, en été, c'est facile, on peut piéger avec de l'eau. C'est bien en été. En hiver, il faut piéger avec du grain, quoi, avec du blé. Mais comme on a des poules, alors forcément, rats et poules, ils vivent ensemble, hein, c'est inhérent. Mais du coup, mais ouais, à part piéger, protéger forcément quand on peut, et puis sinon, bah voilà, on piège, on régule nous-mêmes. Comme il y a suffisamment de cons pour tirer sur des renards, et bah du coup, faut qu'on fasse les renards nous-mêmes. Alors, donc bah voilà, nos petites protections, mais du coup c'est sans produit, il y a certainement plus efficace. Quoi. Il y a des contrats, je crois, à l'année pour dératiser des bâtiments, tout ça. Où il y a un type, vous payez, et puis le type vient. Alors, je ne sais pas si c'est compatible avec le bio, je ne sais pas s'il y a des produits utilisés comme ça. Vous pouvez le faire avec du plâtre et de l'eau. Au début, vous mettez de la farine, et puis d'un coup, vous changez, vous mettez du plâtre. Alors, ça fait des rats qui gonflent, quoi, et qui se dessèchent complètement. C'est ce qui est souvent utilisé en GMS, je crois, souvent dans les racks, tout ça, ils mettent ça. Et puis, ouais, voilà. Enfin, en tout cas, nous, la solution, c'est on piège et surtout on protège avant. Merci. Rien. D'autres questions? Alors, j'ai pas le fil là. Léa, je crois. Oui. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour cette conférence. Je me posais la question à propos des chênes, c'était pour Jean-Baptiste. Quelle quantité de chênes par variété est-ce que vous semez? Et j'imagine que c'est variable, mais disons une quantité minimum par variété. Et une autre question, c'est si vous achetez ou si vous les récoltez, si vous avez des vergers dans lesquels vous les récoltez. Alors, pour les chênes, alors d'abord, les quantités, oui, c'est archi variable, parce que du coup, il y a des années où certaines espèces vont produire à foison, et ça dépend aussi des régions, hein, d'un coin à un autre. Pour la même espèce, ça va être très, très variable. Et surtout, les arbres répondent à des stress qui, des fois, viennent d'il y a 10 ans. Donc, c'est pas forcément des stress immédiats. Donc, quand on voit une réaction sur un arbre, c'est pas forcément que la veille, quelqu'un a pissé au pied. C'était peut-être il y a 10 ans qu'il y a eu un choc, quoi. Donc, pour ça, c'est assez variable. Donc, les quantités, alors moi, c'est des caisses où je peux mettre 40 godets. C'est des godets de faire 7, des 7, 18. Donc, du coup, bon, j'essaie de me faire des multiples de 20, généralement. Après, ça dépend des espèces, parce qu'il y a aussi des choses, à certains moments, j'ai envie de les rempoter, de faire un peu plus gros ou quoi. Enfin, voilà, c'est assez variable. Dans un premier temps, je m'adapte à ce que je reçois, parce que des fois, c'est assez aléatoire. Même quand vous les achetez, bah, vous recevez des glands, et après, encore faut-il qu'ils soient viables. Et donc, du coup, j'ai énormément de tests à faire avant de semer, parce qu'il est hors de question pour moi de perdre de la place et du temps à semer des choses qui ne pousseront pas, quoi. Donc, bah, du coup, j'ai plusieurs tests à faire avant. Et ouais, donc du coup, au niveau des quantités, c'est assez variable. Mais des fois, il m'arrive d'en semer que 2 d'une espèce. Bah, voilà, j'en ai reçu que 2 ou une avec 2 de viables. Et puis c'est tout. Hein. Est-ce que j'achète les semences? Eh bien, oui et non. Enfin, du coup, ça dépend. Il y a deux canaux de distribution, enfin de ravitaillement pour moi. Alors, le fait d'avoir des contacts, notamment à l'iOS, ça me permet des fois de recevoir des colis des États-Unis. Alors, donc ça c'est pas mal, c'est sans payer pour le coup. Hein, voilà, c'est du retour d'ascenseur. Enfin, voilà. Bah, en France aussi. Alors, bon, ce qu'il faut savoir pour les chênes, c'est qu'il y a de l'hybridation à tout va, et donc du coup, il existe à peu près 420 espèces de chênes dans le monde, toutes réparties dans l'hémisphère nord, etc. La plupart au Mexique, notamment, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, du coup, il y a énormément d'hybridation. Donc, je reçois énormément de France. Je connais plusieurs arboretums en France voilà, avec qui j'ai de très bons contacts. Et sinon, j'en importe. Et là, du coup, je paye pour le coup. Et c'est extrêmement cher. Et en plus, cette année particulièrement, j'étais énormément emmerdé par la douane.
même si vous avez tous les papiers, tout ça, ils ne se privent pas de prendre une petite pièce au passage. On ne se prive pas, parce que finalement, c'est pour le pot commun, quoi. Hein. Il vaut mieux emmerder les pépiniéristes que les autres. Donc voilà. Donc, non, j'en achète et aussi j'en reçois. Là, hier, j'ai reçu des glands d'un ami qui a un contact au Guatemala. Ça, c'est super. Vous recevez des trucs, des fois. C'est génial, c'est les cadeaux de Noël. Hein. Ouais, c'est clair. Ok. Génial, merci. Avec plaisir. Loïc? Bonsoir. Donc, la question est, est-ce que l'activité de pépiniériste est une activité en tension au niveau national? En gros, est-ce qu'il manque des pépiniéristes et la demande est-elle plus élevée que l'offre? Bon, Jérôme, tu es sûrement plus habilité à parler de chiffres que moi. Donc, moi, j'achète dans tous les pays. Hein. La semaine dernière, j'étais en Espagne. Tout ce qui est fruitier, moi, j'achète tout en Serbie. Aujourd'hui, les agriculteurs dans notre région, en Normandie, sont forcés de replanter des haies. Le seul problème, c'est que il n'y a plus de jeunes plants qui sont produits à côté de chez nous. L'année dernière, ils obligeaient encore à prendre des plants d'origine Normandie, sauf que comme il n'y a plus rien, c'est vite réglé. Donc les gens qui pondent ces lois-là, ils savent pas que pour avoir un chêne, il faut semer un gland, quoi. Donc je leur dis, mais plutôt que les agriculteurs, il faut peut-être leur faire semer des glands pour avoir des choses derrière. Ce serait peut-être plus simple et puis prendre du recul. Non, ils préfèrent détourner des trucs et puis dire, vous avez qu'à en trouver ailleurs. Alors cette année, tous les agriculteurs qu'on fait, on prend tout en Belgique. Comme ça, c'est réglé. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des manques de végétaux quand même. Là, en grande taille, tout ce qui est même en arbuste en 1m25, 1m25, on ne trouve plus. C'est fini. Et puis, on n'a pas planté de l'hiver parce que tout le monde se plaint qu'on n'a pas planté. Donc, je ne sais pas où on en fait moins. Les fruitiers en haute tige, c'est introuvable. Alors, est-ce que c'est introuvable ou est-ce que les gars les gardent pour augmenter les prix? Je ne sais pas. Mais sinon, c'est sûr qu'on est en manque. De toute façon, nous, on développe la pépinière. La pépinière, les fruitiers, même les arbres et tout, pour vendre direct, même s'il faut en vendre à côté, on en vend à côté. Voilà. Merci. J'ai une question d'Arnaud. Oui, bonsoir. Oui, ma question, c'était, quand on parle beaucoup de pépiniéristes, et j'ai l'impression que du coup, la plupart du temps, c'est des plants qui sont achetés petits pour être soit mis en terre, et en tout cas pour être développés. Et qu'est-ce qu'il en est des multiplicateurs? Est-ce qu'il y en a beaucoup, des fournisseurs en multiplication? Et est-ce que c'est quelque chose qui est très contraignant à mettre en place pour si on voulait se lancer dans ce genre de projet? Je sais pas. Jérôme, tu commences et je finis, ou je commence et tu finis? Comme tu veux. Ouais, je vais commencer. Les multiplicateurs, si, du jeune plant, il y a des grosses entreprises qui font du jeune plant. Nous, on se ravitaille chez eux puisque on n'achète que du plant démarré et on finit, quoi. Mais il y a quoi? Il y a 3-4 gros faiseurs, quoi. Mais c'est pareil, chez eux, il y a de la rupture aussi. Hein. Par contre, des gens qui vont faire un peu comme Jean-Baptiste, du début jusqu'à la fin, ça, on les compte un peu sur le doigt de la main. Hein. Ok. Ouais, du coup, nous, c'est ce qu'on voit aussi sur les fêtes des plantes, et des fois, c'est même un peu pénible. Alors, on va dire qu'il y a 3 catégories. Il y a ceux qui essayent de tout faire, comme nous. Il y a ceux qui font grossir, comme Jérôme, et il y a ceux qui achètent simplement et revendent, type une jardinerie. Ouais. Alors, Jérôme en fait aussi un petit peu. Bon, après, il a les contraintes de main-d'œuvre, etc. Enfin, voilà, faut réussir à payer tous les employés. Et donc, du coup, on se retrouve des fois un petit peu tous ensemble sur les fêtes des plantes, notamment, et ça, c'est un petit peu
un petit peu chiant parce que du coup, les gens ne comprennent pas quelle est la différence et tout ça. Bon, déjà, la différence, souvent, c'est la photo. Hein. Quand elle est plus grosse que le plan, bon, déjà, il y a autre chose. Et puis, bon, la qualité, des fois, c'est variable. Hein. C'est pas parce que je le fais moi-même que c'est forcément mieux que quelqu'un qui ne fait pas lui-même. Hein. Et il y a des fois, c'est assez variable. C'est aussi pour ça que moi, je suis très diversifié et que je ne fais pas la même chose que tout le monde. Alors, forcément, c'est plus compliqué parce que trouver le débouché, il y a moins de monde. Tout ce qui est rare est plus cher. C'est pas pour ça que j'en vis mieux que proportionnellement que Jérôme, par exemple. Hein. C'est un choix que moi j'ai fait. Mais donc, du coup, il y a. Alors, c'est marrant. Alors, je peux toujours pas le saquer, mais j'avais fait un courrier. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça à notre président. J'avais été invité à l'Élysée pour. Je sais plus pourquoi. Quand je me suis installé, du coup, tous les jeunes agriculteurs de ce moment-là. Donc, jeunes agriculteurs, c'est aussi un statut. Hein, c'est pas qu'un syndicat. Donc, c'est certainement pas le syndicat qui m'a convié là-bas. Et donc, du coup, j'avais posé la question est-ce qu'un jour on pourrait diversifier un petit peu tout ça? Enfin voilà, on parle de provenance, etc. Mais nous, pour le végétal, finalement, quand c'est marqué produit en France, j'imagine que c'est comme Made in France, quoi. Hein. Si tu couds l'écusson en France, ça y est, c'est bon, c'est Made in France. Est-ce que pour le végétal, ce serait pareil? Et donc, du coup, bon, forcément, j'ai jamais eu de réponse. Enfin, s'il a répondu à mon courrier, comme quoi il allait transmettre toutes mes petites requêtes, tout ça, toutes nos questions. J'étais passé au milieu de plusieurs pépiniéristes, collègues qui bossaient comme moi. Et puis, bon, bah, voilà, quoi. Tout le monde s'en tartine de fion. Hein. Mais du coup, donc, ouais, il y a vraiment 3 catégories. Il y en a qui chercheront à essayer de proposer de la qualité. Il y en a qui chercheront à se démerder à un moment où il y a une demande, etc. Et donc, du coup, il faut quand même répondre pour pouvoir payer les salariés. Et il y en a qui trompent les gens en se faisant passer pour des petits. En fait, ils achètent tous au même endroit. Sur les fêtes des plantes, le plus gros fournisseur, généralement, c'est Willy Donolf en Belgique. Alors, c'est très bien ce qu'il fait. Et pour avoir travaillé en jardinerie, je connais les prix d'achat. Et quand je vois les prix de vente, je me dis qu'il y en a qui se font quand même bien plaisir. Hein. Bien plaisir. Ouais, Merci. Merci. Margot, est-ce que vous voulez poser une question? Je crois que Pierre-Étienne y a répondu. Oui, ouais. Pierre-Étienne y a répondu et du coup, j'ai la même question un peu pour les pépiniéristes. Pardon, bonjour. Hein. Moi, je suis basée dans le sud et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur l'évolution en fait des végétaux par rapport aux nouvelles conditions climatiques et au réchauffement. Et je me demandais si ça c'était quelque chose. Donc nous c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le sud, mais si c'était quelque chose aussi qu'on voyait parce que si je comprends bien, vous êtes tous du coup du côté de la Seine-Maritime et un peu là-haut. Et donc je me demandais si c'était quelque chose aussi que vous aviez et que vous preniez en compte, notamment par exemple chez les pépiniéristes, ou est-ce que vous élevez maintenant de nouveaux végétaux un peu plus adaptés à des milieux plus secs et qui ont besoin de moins d'eau. Bon, ben, je vais commencer. Alors, du coup, alors oui, on a cette demande, mais très sincèrement, elle est quand même assez minoritaire. Et malgré le fait que du coup, du fait de la vente en ligne, j'ai aussi bien des clients au bord de la Méditerranée, au bord du Sud Atlantique ou même en Italie, en Espagne. Ça n'a pas forcément. C'est archi marginal ce genre de questions. À mon avis, ce qui guide principalement les gens, c'est plutôt les effets de mode. Et donc, les plantes méditerranéennes sont choisies plutôt pour le côté, des fois, esthétique. Alors, méditerranéenne ou attribuée à la Méditerranée, une cordyline. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui n'ont absolument rien à voir avec la Méditerranée, mais on les classe comme ça parce qu'ils ne sont pas forcément hyper rustiques, en tout cas chez nous en Normandie. Et c'est principalement la mode qui va justifier les plantations. Alors, peut-être pas au niveau des paysagistes, hein, il y a quand même des personnes qui font des demandes un peu plus particulières. Et donc, du coup, là, pour en revenir vraiment à mon cas, moi, au niveau des chênes, j'ai énormément de demandes de ce côté-là. Donc, moi, mes chênes sont tracés. Hein, il y a une traçabilité sur les étiquettes. Vous avez l'origine des graines à chaque fois. Donc, quand c'est de l'arboretum, c'est de l'arboretum. Par contre, quand ça vient de nature, quand ça vient du Zacatecas au Mexique, bon, bah voilà, c'est noté, je marque l'altitude, etc. Donc, des fois, ça peut renseigner un petit peu sur la rusticité
aux températures positives et aussi aux températures négatives, à l'hygrométrie, etc., à l'hygrométrie également. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui m'est de plus en plus demandé pour les arbres, en tout cas. Et c'est pas encore tout à fait fait, mais un très gros château en région parisienne qui veut revoir sa forêt entière et du coup qui penche très très sérieusement aux chênes et ça tombe bien, j'en fais. Jérôme, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, je pense pas que. Enfin, chez nous, pour notre part, en Normandie, cette année, le sec, bah, il est loin, hein, parce qu'il pleut tous les jours. Ouais. Et, Mais ça, oui. ça fait 8 mois que ça dure. On n'a pas eu d'été. Juste une journée qu'on arrive à attraper par-ci, par-là, mais c'est compliqué. Par contre, je reviens d'Espagne. Là-bas, c'est autre chose. Et moi, j'y vais tous les ans. J'ai jamais vu si sec, là. Franchement, il s'arrache la flotte. Enfin, il va y avoir un problème. Hein. C'est pas possible. Et c'est pas pour autant qu'il pleut. Mais de toute façon, plante méditerranéenne, s'il n'y a pas d'eau, ça ira pas. Hein. Il en faut quand même. Hein. Donc, moi, ce que je rencontre plus en Normandie, c'est du climat plus doux. Quoi. On n'a plus de gel comme on avait. Par contre, du coup, les plantes méditerranéennes, parce qu'une cordyline, bon, ça, c'est un petit peu le rêve de tout le monde, mais une cordyline, au-dessus de -10, ça a quand même du mal. Hein. Et aujourd'hui, du -10, on n'en a plus. Donc, les cordylines, ça va très bien. Mais je pense pas qu'on puisse. Je pense pas qu'on vende plus de plantes méditerranéennes par rapport au réchauffement climatique. Bon, merci. Philippe, vous aviez une réflexion, je crois, dans le chat tout à l'heure. Oui, bonsoir. En fait, il est assez difficile de trouver un pépiniériste qui travaille pour les particuliers ou les petites entreprises. Je me suis rendu compte par ici, donc en Vendée, que la plupart des pépiniéristes que l'on voit sur les bords de route travaillent pour des groupes. Oui. Pour des groupes et revendent que pour des grandes surfaces. Donc, je voulais savoir comment on peut trouver un vrai pépiniériste local qui produise des produits qui peuvent s'adapter réellement à la nature du sol. Ici, on a une terre très, très argileuse. Et puis, comme il pleut beaucoup, vous imaginez les difficultés pour porter quelque chose. Donc, je voulais savoir s'il y a des moyens de trouver, s'il y a un agenda, un annuaire, quelque chose qui nous permette de trouver un vrai pépiniériste qui travaille et qui produit des produits faits pour la région. Non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a toujours cette ambiguïté au niveau de la personne, est-ce qu'elle produit ou non, est-ce qu'elle achète du plan pour le faire grossir ou non, ou est-ce qu'elle fait tout ou non. Donc ça, de toute manière, il n'y a aucune avancée de ce côté-là. Puis il n'y a absolument rien de prévu, hein, personne n'en parle. Hein. La seule fois où on a entendu parler d'un pépiniériste à la télé, c'était quand il y a un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, a dit qu'il fallait traverser la rue. Il a dit ça à un horticulteur. C'est la seule fois où on a entendu parler de ce métier-là au cours des 10 dernières années. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Et puis, non, la tracée, enfin, ouais, il faut chercher, quoi. Ouais, en Vendée, je crois qu'il y a une certaine jardinerie à côté de chez moi où j'ai travaillé 5 ans qui a racheté 12, 13 petits points de vente. Ouais, je connais bien. Bon, en privé, il faut m'envoyer les coordonnées. C'est une jardinerie, hein, donc. Oui, c'est une jardinerie, oui. À part arroser dans le meilleur des cas, quoi. Hein, puis dans certains cas, ils ne savent pas arroser. Alors, du coup, à part ça, ils ne savent rien. C'est vrai qu'on ne sait pas d'où viennent les plants, s'ils vont vraiment s'habituer au terrain, à la région, ou si dans 2-3 ans, en fait, ils vont dessécher parce que ce sera trop sec, ou au contraire, ils ne vont pas se plaire parce que c'est tellement humide et ils ne vont pas prendre dans le terrain, quoi. Mais après, je dirais que pour planter, il ne faut pas non plus avoir une vision à 50 ans. Hein. Si vous commencez à avoir une vision à 50 ans, vous n'allez jamais rien faire. Vu mon âge, j'ai plus cette vision-là. Ouais, mais on ne plante jamais pour soi, c'est ce que je dis aux gens tout le temps. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon, les arbres qu'on a autour de chez nous, on n'en verrait pas, quoi, parce que des arbres de plus de 100 ans, 200 ans, on en voit encore quelques-uns.
Mais donc, du coup, s'adapter à un climat qui arriverait, tant mieux, mais à un moment, il faut planter, puis il faut se faire ses expériences. Malheureusement, sans essayer, c'est difficile. Je comprends bien le fait de travailler pour rien, et puis en plus de perdre son temps et son argent aussi. Mais bon, à un moment, des fois, il faut essayer d'y aller. Alors, faites vos tests et essayez de parler aux personnes chez qui vous achetez. Peut-être qu'il y en aura dans le lot quelques-uns d'honnêtes qui pourront vous dire. Ah ben, on en a trouvé un bien, mais il fait que des sapins. Donc... C'est bien la flotte. A priori, c'est pas hyper adapté pour plus tard. Des pépiniéristes de pleine terre, parce que, enfin, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans, 40 ans, il y en avait. Aujourd'hui, ils n'ont pas été aidés. C'est un métier qui est disparu. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, aujourd'hui, pour redémarrer ce métier, si, il faut s'appeler Jean-Baptiste, peut-être, je sais pas. On espère, mais c'est compliqué, quoi. On peut pas. Il faut vivre tous les jours. Quand on plante, si on fait un truc du début jusqu'à la fin, semer un gland avant de vendre le chêne, il y a quelques années à passer quand même. Puis entre deux, pessimiste aussi. Non, mais sans parler de planter la graine et d'avoir l'arbre donc au bout de 5-6 ans par un pépiniériste, mais d'avoir des plants qui viennent pas forcément des pays de l'Est, comme j'ai cru comprendre tout à l'heure, où il y en avait quand même pas mal qui venaient de là-bas. Est-ce que c'est une qualité qui correspond à nos climats ou qui vont vraiment s'habituer, ou est-ce qu'en fait ils sont vraiment déracinés et qu'on sait que dans 10 ans ils seront plus là? Il y a tout. Ouais, il y a tout. Enfin, je pense pas que ce soit ça. Pourquoi on achète dans l'Est? Moi, j'achète que du Sion. J'achète du Sion dans l'Est, je les plante en pot de 10 litres, et puis on revend ça au bout d'un an. En fait, on les acclimatise, mais quand je vois un poirier que j'achète dans l'Est, il pousse 2 fois plus vite qu'un poirier qu'on achète en France. Et puis, c'est pas le même prix à l'achat, attention. Pourquoi? Parce que dans l'Est, forcément, les gars, ils sont pas payés, donc on peut se permettre de les acheter pas cher. La différence est là, c'est de la mondialisation. Ouais. Bon, merci pour ce renseignement. On a encore une main levée. Anthony? Non. Bonsoir. Ouais, ça y est, j'ai le microphone. Bonsoir. Juste pour, j'avais relevé en fait une personne qui avait des problèmes avec des rats et ses poules. Et j'ai fait partie d'une association en ville où on avait des problèmes de rats et on avait des poules donc. Et il y a un dératiseur qui est passé et qui nous a dit arrêtez de balancer tout ce qui sortait de la cuisine et du pain en fait. Les poules, il faut leur donner que des graines et si vous mettez en fait vos composts, l'odeur va attirer les rats. Donc donnez que des graines aux poules et puis vous aurez plus de rats. Ça, c'est pas vrai. J'en ai chopé 28 en 3 mois chez moi de rats. Pourtant, je leur donne que des graines. D'accord. Donc, c'est pas vrai. Moi, c'est pareil. Elles sont nourries au grain. Il n'y a absolument pas de déchets de cuisine aux alentours du bâtiment. Et pourtant, c'est là qu'il y en a le plus. Puis c'est très, très aléatoire en fonction des années. Il y a des années où vous allez en avoir vraiment, pour dire à quel point j'en ai déjà passé un dans une tondeuse. Et c'est pour dire à quel point il y en avait, quoi, des rats. Alors ça fait un drôle de bruit. Mais du coup, les rats, c'est quand même, ça dépend vraiment des endroits, quoi. Et quand, alors moi, c'est mon cas, je suis une seule parcelle verte au milieu de nulle part et tout autour, en fait, c'est des champs. Et donc, du coup, en fait, les rats ont tendance à aller là où ils se sentent le plus en sécurité, quoi. Ils vont manger dans les champs tout l'été, et puis quand vient l'hiver, ils vont rentrer là où ils sont bien et là où ils vont encore pouvoir trouver à bouffer. Ils sont tout aussi cons que nous ou tout aussi intelligents que nous, c'est comme on voudra bien, mais ils vont là où c'est le plus facile pour eux, et s'il y a à bouffer quoi que ce soit, ils iront.
Bah après, moi, c'est mon expérience. Après, j'en parle. Si on évite certaines odeurs, des fois, ça évite que, comme tu dis, effectivement, des fois, nous, on est attiré par l'odeur. On va quelquefois, on n'est peut-être pas spécialement intelligent, mais on est attiré aussi par notre odeur. Ensuite, Oui, je bien voulais sûr. parler des pépinières. Donc, moi, je commence un BPRA. Je rentre dans le cadre du vivant où on raconte beaucoup, beaucoup de choses. Donc, effectivement, les pépinières, c'est ce qu'on voit aussi, les magasins en pépinière qui vendent un peu de tout, comme plants qui ne sont pas spécialement bio, et aussi du terreau qui franchement n'est pas adapté, parce qu'au départ, on veut planter, on commence chez nous et on apprend qu'en fait le terreau des pépinières n'est pas adapté pour faire des bonnes plantations. Et ensuite, là, je suis au 3e mois en fait de mon BPRA, et je suis pas chez un pépiniériste, je dirais, je suis plus chez un arboriste, quelqu'un qui connaît les arbres et en fait qui aussi parle de variétés anciennes. Je suis en Bretagne, hein, je suis près de Quimperlé, et on vend beaucoup de pommes à chair rouge, donc des variétés anciennes. Il est lié à l'association Arboré Pommes, donc des personnes en fait qui sont attachées en fait à des variétés anciennes. Et on va aussi, enfin moi voilà, j'ai envie d'apprendre. Des coups, je vais chez des pépiniéristes. L'autre jour, je suis allé chez un pépiniériste qui voulait me vendre de la terre végétale, et en fait j'ai eu de l'argile avec des gros cailloux. Enfin, je suis dégoûté. Chez eux, ils vendent que des oliviers. On est en Bretagne. Bon, ça peut donner, sinon. Et en fait, dans les jardins, on voit des haies avec des troènes. Enfin, c'est toujours pareil, des lauriers. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fruitiers, alors que tout pousse ici, et je pense que partout, hein. Je trouve dommage. C'est vrai que ça se perd ou c'est méconnu. Les gens, les particuliers ont des jardins, font déjà pas assez de potager, ne cultivent pas assez d'arbres fruitiers. Et je ne sais pas, on délimite notre propriété avec des arbres qui ne sont pas intéressants. Mais ça, c'est lié en fait à la construction des nouveaux lotissements qu'on a un peu partout, même dans nos campagnes au final. Les nouveaux lotissements, c'est une maison, un carré de pelouse, une clôture occultante. Voilà comment c'est réglé. Donc ça, c'est la faute aussi, je ne vais pas dire des promoteurs immobiliers, il y a de ça aussi, c'est la faute à l'expansion du coup de l'urbain qui va vers le rural. C'est la faute aussi aux paysagistes qui ne proposent pas forcément de plantation, parce que la clôture, c'est bien, ça coûte 10 000 balles, on fait une rentrée d'argent directe, alors que tailler une haie sur 15 ans, mine de rien, ça nous fait une rentrée d'argent sur plusieurs années avec plusieurs clients. Et on a aussi la contrainte, c'est que le client maintenant veut avoir le moins d'entretien possible. Et ça, je trouve que beaucoup de jardiniers paysagistes ont du mal à expliquer qu'une haie taillée ou qu'un arbre taillé, admettons, au sécateur une fois par an, c'est pas une contrainte, quoi. C'est un plaisir. Et pour ça, il faut réfléchir à une plantation. Et en effet, dans les jardins, nous, on remarque beaucoup que les lotissements, c'est juste une catastrophe, quoi. C'est juste une catastrophe. Et puis, on pense souvent que la personne qui vient d'acheter sa maison, en fait, elle a tout mis dans la maison, tout mis dans la terrasse, tout mis dans la clôture. Par contre, il reste plus rien pour faire l'aménagement derrière, quoi. Et ça, c'est des contraintes qu'on a. Donc, je pense que ça va changer, parce que maintenant, les clôtures occultantes, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand on voit l'été qu'on a eu, nous, en Normandie, on a réussi à avoir quand même un petit coup de chaud. Quand il fait 35 degrés, qu'on n'a pas un coin d'ombre dans le jardin, on se dit putain, il faut peut-être planter un arbre, ça coûte moins cher qu'un Storban à 10 000 balles, quoi. Donc c'est quand même plus sympa. Donc c'est pour ça que nous, là-dessus, le métier de paysagiste va être remis totalement en cause, hein, parce que on doit avoir cette éducation, nous, les anciens comme les jeunes qui vont rentrer dans le marché du travail, et on va avoir une éducation à nous donner à nous, puis à donner surtout à notre clientèle. Il faut savoir que la plantation de végétal,
C'est ce qui va nous amener quand même dans un monde un petit peu meilleur, même si on fait ça qu'en France, ça ne va pas changer grand-chose. Mais on aura notre conscience personnelle à se dire que là, on a un arbre, là, on a des arbustes, là, on a des oiseaux, là, on a des insectes, et là, on a de la vie, plutôt qu'une clôture occultante dégueulasse, quoi. Ouais, effectivement, et j'aimerais même élargir, enfin, on est dans le vivant et même dans l'habitat, l'isolation, on peut faire des choses vraiment bien. En Bretagne, on faisait du chanvre à l'époque. Enfin, c'est une nouvelle culture aussi, c'est des choses qu'on a oubliées. On fait très peu de céréales, enfin, on en fait 3 peut-être en France, ou 4. Et effectivement, c'est vrai que enfin, je trouve qu'il y a une éducation, et une communication aussi à avoir pour pouvoir se faire connaître et développer des choses un peu différentes et plus sympas aussi. Pour donner envie, pour donner aussi plus de sens. Enfin, moi, j'y attache de l'importance dans le sens. Ok, merci pour cette réflexion, mais c'est un vaste débat. On va passer la main à Armand. J'ai encore pas mal de questions derrière, je pense. Bonsoir, oui, merci. Bonsoir. Alors, je suis désolé, ça va être une question très spécifique. Peut-être plus à Jean-Baptiste qui s'est installé il y a un peu moins longtemps. Je me demandais s'il était possible de commencer sa production avant d'avoir officiellement sa pépinière. Puisque c'est compliqué d'avoir parfois comment dire, des pieds mères et voilà, qui permettront ensuite de multiplier ces végétaux pour les vendre. Je pense particulièrement aux petits fruits, aux arbres fruitiers aussi pour le greffage. Est-ce que voilà, est-ce que c'est envisageable? Ou est-ce qu'il faut plutôt attendre et acheter des végétaux à d'autres pépinières pour pouvoir ensuite les multiplier? Alors du coup, moi j'ai commencé mon stock de pieds mères avant, dès 2015, je crois, après un accident de bagnole, donc du coup ça m'arrangeait, j'avais un peu d'occupation. Et donc du coup, ouais, non, j'ai commencé à installer mes pieds mères, à multiplier, mais un tout petit peu, ne serait-ce que pour moi, parce que comme je disais, j'avais jamais rien multiplié avant, j'ai dû me débrouiller. Et le seul truc que je dirais, si jamais tu devais t'installer et commencer un petit peu avant, ce serait au niveau de la facturation, quoi, d'un point de vue comptable. Après, ça dépend si tu te mets en société ou quoi, mais nous, on a réussi à faire placer quelques factures antérieures sur notre compta d'installation, mais on n'a pas pu tout passer. Donc, du coup, tu perds 10 ou 20% de TVA. Et puis, des fois, tu perds aussi des avantages que tes fournisseurs pourraient te faire. Mais bon, du coup, pour le végétal, finalement, ce serait assez. Bon, tu ne gagnerais pas énormément à être en société ou non, mais par contre, ce serait pour ta comptabilité d'après, si tu veux récupérer. Des fois, c'est pas négligeable quand tu commences. Parce que moi, du coup, j'ai commencé aussi sans banque. Donc, du coup, tes sous, tu les comptes. Donc, alors forcément, quand tu peux récupérer 400, 500, 1000 euros comme ça sur ton premier trimestre, c'est pas perdu, quoi. Et même si c'est pas pour t'acheter des trucs, ça te permettra de t'acheter à bouffer. Ok, et pardon, je rebondis. Et qu'est-ce qui détermine quelle facture va passer, quelle facture ne passera pas? C'est en volume, tu veux dire? Alors moi, j'avouerais que alors j'avais voulu tout faire dans les règles, j'étais avec le CER France. Bon, j'ai arrêté parce que ça coûtait pognon, ce truc-là, c'est pas possible. Puis bon, moi, des statistiques sur mes ventes, si tu veux, j'ai assez de ma mémoire, ça me suffit. Moi, j'ai besoin du chiffre en bas à droite, ce que je dépense, ce que je gagne, je fais la différence, et puis voilà, ça me convient. J'ai pas d'amortissement, enfin, l'amortissement si j'en ai, mais j'ai pas de banque, alors je m'en fous en fait de tous ces chiffres inutiles. Mais donc du coup, j'avais voulu tout faire comme il fallait, et donc du coup, j'imagine qu'ils étaient assez pointus, au moins pour le relevé des factures. Et je sais qu'il y a certaines factures, par exemple les moins importantes, mais malgré tout les plus nombreuses, qui n'ont pas pu être inscrites a posteriori dans le bilan de l'exploitation on dirait la MSA qui n'existait pas encore. Donc des fois, c'est un peu au bon vouloir du comptable. De ce que j'ai cru voir. Après, c'est que mon expérience, et forcément, j'ai pas eu plusieurs expériences, j'en ai eu qu'une seule de ce côté-là. Ok, merci.
Ok, on a une dernière main levée, je crois, Sionara. Bonsoir tout le monde, désolée, j'arrivais pas à retrouver le micro. Bonsoir. Moi, j'avais une question, c'était par rapport aux glands en fait, que tu utilises pour faire tes chaînes. Où est-ce que tu les trouves? Parce que du coup, je me posais la question. Voilà, merci. Alors, je vais être très évasif parce que du coup, j'ai mes petits réseaux à moi que j'ai mis quelques années à constituer. Hein. Du coup, alors, le premier semencier avec qui j'ai travaillé, je vais te le donner, il est en France, c'est Semences du Puy, du coup dans le Puy-de-Dôme. Et la qualité est top. Hein. Bon, je refais quand même mes tests derrière, mais voilà. Et par contre, si tu veux la traçabilité du lieu d'origine, etc., tu n'obtiendras quasiment aucune information avec eux. Ils vont juste te dire est-ce que ça vient des États-Unis ou pas. Oui. Bon, les États-Unis, c'est à peu près 50 fois plus grand que la France. Alors déjà, en France, quand on te dit j'ai récolté un truc au Pays de Caux, très bien, mais est-ce qu'en Savoie, ça irait ou pas? Voilà. Alors là, il n'y a que 800 km d'écart. 900, enfin bref, j'en sais rien. Mais quand tu dis États-Unis, je ne sais pas combien, ça doit faire 7000 km de large ou 8000. Donc forcément, ça donne une petite fourchette. Une petite fourchette pour gourmand. Donc ouais, j'ai commencé avec eux et puis ensuite, ouais, je me suis fait des contacts à droite, à gauche. Mais c'est assez informel, même si je suis dans les règles. C'est pas quelque chose c'est pas facile à mettre en place. En tout cas. Et une fois que c'est mis en place, c'est pas non plus une réussite à tous les coups. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, je vous remercie en tout cas pour toutes ces questions, pour la richesse de l'échange. Moi, je vais finir par une question du coup à nos 3 intervenants. Et c'est une question assez globale. Est-ce que vous êtes content de votre emploi actuel et est-ce que vous êtes plutôt dans l'idée de poursuivre ou d'arrêter et de dire non, non, c'était vraiment pas la bonne voie, j'aurais jamais dû choisir ça? Honneur aux vieux. Moi, oui, je suis content de ma réussite, puisque en plus j'ai fait un rebondissement après une séparation avec mon associé qui était ma sœur. Et puis aujourd'hui, je suis sur une phase de transmission parce que mes enfants rentrent sur la société. J'avouerais que de toute façon, je ne vais jamais lâcher le métier, c'est pas possible. Même si ils me disent, même s'ils me payent bien, j'irai toujours aller les emmerder. Enfin, et voilà. On fait notre métier par amour, hein. Sinon on aurait pu jeter l'éponge plus d'une fois, hein, quand même. Même si moi j'ai 17 salariés derrière, mais il y a des moments difficiles quand même, hein. Et puis ça donne du baume quoi, de dire ces enfants vont reprendre. Alors maintenant comment, je ne sais pas, parce que si on a besoin d'un conseil là-dessus, il n'y a personne qui est capable de nous le donner. Et puis, il faut se débrouiller par soi-même, aller chercher à droite, à gauche. Donc, moi, ce que je fais, je vais voir des gens qui sont passés par là, qui sont plus vieux que moi, forcément. Et puis, j'essaye de peser le pour et le contre. Et puis, comment je vais faire Là, ma dernière réflexion, c'était de dire mon fils va reconstruire, il va se mettre 500 000 € sur le dos. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'il me prenne comme salarié. Comme ça, quand moi, j'aurai ma retraite de salarié, je peux faire 10 ans de salarié, ça pourra toujours ça d'arriver, puis je pourrais peut-être rester exploitant quand même de l'autre côté. Je ne sais pas. En fait, on ne sait pas, mais personne ne nous conseille, donc c'est bien. Voilà. Ouais. Bon, à moi, du coup, la suite, je sais pas. Moi, j'ai pas prévu d'arrêter, en tout cas. J'avance pas au jour le jour, mais d'année en année, quoi. Mais a priori, moi, l'horizon, je le vois. Alors, je sais pas, est-ce que ce sera toujours à cet endroit-là ou pas, ça j'en sais rien, mais je pense que le végétal me suivra de toute manière. Et puis, si j'avais un conseil à donner pour essayer de s'exercer un petit peu soi-même, c'est d'acheter des bouquins. Parce que du coup, hormis ma période d'apprentissage, ou même ma seule année de reco que j'ai eue en première année avec Marie,
Du coup, si vous ne faites pas l'effort vous-même pour vous enrichir, quoi, tout simplement, essayer de sortir des sentiers battus, essayer d'apprendre autre chose. Et honnêtement, Internet, c'est très, très bien. Mais les bouquins, ça reste quand même une source qui est assez inépuisable. Alors forcément, il y a énormément de doublons, hein. Des moments, le bouquin de chez Terre Vivante, c'est le même que chez Ulmer, hein, quelque chose près. C'est pas le même papier, pas le même auteur. Mais au final, prenez la page 50, c'est quasiment la même. À essayer d'aller un petit peu plus loin. Ne vous privez pas parce que c'est pas écrit en français. Les meilleurs bouquins, très souvent, si vous cherchez de la diversité, ils vont être en anglais. L'anglais, c'est quand même pas incompréhensible non plus. Et au pire, il y a toujours des photos, il y a 5 mots à connaître. Le nom, il est en latin. C'est pratique le latin, finalement. Et puis voilà, ouais, moi, mes premiers salaires d'apprenti, je les ai passés dans ma bibliothèque et je continue encore. Alors forcément, au bout d'un moment, on commence à voir un petit peu épuisé le sujet, en tout cas dans les bouquins français. Alors il faut aller chercher ailleurs ou chercher dans les bouquins des années 80 et trucs comme ça. Donc c'est très très compliqué à trouver. Mais au fur et à mesure, essayez de vous faire un réseau, essayez de discuter avec vos collègues. Ne vous fermez pas parce qu'il y en a un qui ne produit pas de la même manière que vous, ou bio ou pas bio. Vous pouvez quand même discuter avec les gens. Hein. Vous ne tomberez jamais d'accord à 100% avec quelqu'un. Ne vous privez pas de discuter avec certaines personnes. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que fait Jérôme, mais pourtant, quand on se croise en fait des plantes, on rigole bien, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc surtout, acheter des bouquins, c'est vachement utile, les bouquins. Et sur les chaînes, le meilleur bouquin qui existe est en français, alors vous ne privez pas. Merci. Pierre-Étienne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. Moi, de mon côté, dans le métier de jardinier paysagiste, donc, vu que je m'occupe de toute la partie entretien des jardins et que ma clientèle est composée essentiellement de particuliers, que je travaille pas mal en lien avec des CFA, donc Hortitech Natura Pôle, pour suivre les apprentis, parce que c'est quand même notre avenir. Non, je regrette pas du tout ce métier parce que j'ai tellement envie de dire aux gens, à nos clients, de planter du végétal, de planter, ayez cette notion de vivant, de plantation et de faire changer ses idées. J'adore arriver chez un client, quand il me propose de planter, admettons, un palmier en Normandie, j'adore lui faire planter autre chose, un arbuste local. Donc j'ai envie de lui faire planter un maximum de végétaux et de faire changer justement ses mentalités. Et vu que je côtoie énormément de monde avec mon boulot du coup de commercial, c'est enrichissant parce qu'on arrive à changer des points de vue de personnes qui peuvent être très butées. Ça, dans le Pays de Caux, il y en a pas mal. Et non, ce métier, je ne changerai pour rien au monde parce que je pense j'ai un rôle à jouer, on va dire, modestement dans la région avraise. Mais si on peut essayer, là, par exemple, à travers ces vidéoconférences, de faire changer d'avis des gens un peu partout en France, même en Outre-mer, et puis faire partager à d'autres personnes le même point de vue qu'on a, nous, c'est juste génial, quoi. Donc, il faut utiliser tous ces messages, notre métier, pour faire changer un peu changer les mentalités. Et puis, voilà, ce métier-là me correspond parfaitement, justement, à ce que je voulais faire. En tout cas, moi, je vous remercie, nos 3 professionnels, mais aussi toutes les questions. Je vois qu'on avait des passionnés, donc un grand merci pour ce partage. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne formation à tous nos apprenants. Et à bientôt, du coup, pour une prochaine visio. Merci. À bientôt, À bientôt, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonjour. Bonjour. C'est bon,